Comme vous l'avez vu, il y a des gens qui viennent de toute la France, c'est intéressant. On est même quasiment sur une conférence internationale parce qu'il y a nos amis suisses. Donc, je les salue plus particulièrement. Et puis, merci à Elodie parce que je pense que c'est elle qui a pu arroser du côté de Genève. Voilà. Tout ça pour effectivement vous dire qu'on est sur un sujet qui, pour moi, est vraiment d'actualité, hein, l'eau dans la ville. La fameuse boîte à outils que Michel a un peu évoquée, on va essayer de l'ouvrir, de la développer. Alors, l'exercice n'est pas simple en 2h30, il est même impossible, il faut se le dire dès le départ, de balayer toute la thématique de l'eau pluviale. Pour preuve, je fais référence au rapport du CEGED que Michel, on a évoqué ensemble récemment. Il fait 438 pages et on évoque effectivement la problématique de l'eau pluviale. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ça va être un peu la frustration que chacun va avoir, je pense, au cours de cette webconférence. Mais l'idée, c'est quand même de balayer les thématiques. Donc voilà, on est 5 intervenants. Moi, je vais introduire les propos. Alain reviendra sur l'expérience de Rennes Métropole. Elodie sur des scénarios d'aménagement qu'elle a mis en place du côté de Lyon. Jean-Jacques, l'expérience de Douai. Et Gwenaël, son expérience à travers un peu la méthodologie. Alors, moi, une petite introduction toute simple sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Et je vais faire référence à Tim Fletcher, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une soutenance d'Alexandre Fardel sur le fonctionnement hydraulique et qualitatif d'une noue paysagère, qui était une thèse très intéressante. Et il nous rappelait effectivement qu'il serait bien de parler maintenant de techniques compensatoires ou plutôt avoir à l'esprit la technique alternative, c'est éventuellement le tuyau que l'on met lorsqu'on n'a pas d'autres solutions finalement. Et que le réflexe traditionnel, c'est toutes les techniques qu'on va plutôt évoquer aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être aussi intéressant de se remettre ça en tête et que le concept évolue, le fameux paradigme dominant du tout tuyau, il est quand même derrière nous et donc on doit quand même réfléchir autrement. Alors, petite image choc, parce que vous verrez que je suis parfois assez provocateur, un peu sniper, comme Michel des fois, mais j'aime bien. Alors, pourquoi un parcours du combattant? Parce qu'effectivement, je considère que on peut effectivement être amené à avoir des difficultés à mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales au sein d'une collectivité. Parce qu'effectivement, je ne me suis pas trop présenté, j'ai 14 ans d'expérience au sein de la ville de Saint-Nazaire et je suis désormais plutôt un centre de formation et un centre de conseil AMO, notamment sur cette thématique qu'est la gestion des eaux pluviales. Mais durant mes 14 ans à la ville de Saint-Nazaire, ça n'a pas toujours été simple. D'une part, il faut se former, il faut être soi-même convaincu des techniques alternatives, de leurs bienfaits. Ce n'est pas toujours si simple quand on a une formation plutôt on va dire tuyau, pour être simple. Il y a des doutes, faut se documenter, se former. Moi, je me rappelle d'un premier colloque que j'avais. Alors, ce n'était pas un colloque à l'époque, c'était plutôt des réunions. Et donc, vous voyez, je traduis un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. Et comme je disais, c'est vraiment une idéologie finalement, de croire au retour du cycle naturel de l'eau à travers la mise en place de techniques alternatives. Au kilomètre 10, au kilomètre 15, c'est également aussi des parcours de la vie, c'est d'avoir la chance aussi de rencontrer une personne qui va vous faire confiance. Ce n'est pas toujours si simple dans nos organisations, c'est important. Vous pouvez être confronté à des responsables hiérarchiques qui ne voudront pas entendre parler de techniques alternatives. Donc voilà, ça peut exister dans nos organisations. Et il y aura des blocages, ça peut arriver. Il faut être capable de passer au-dessus. Il faut convaincre son équipe, parce qu'on ne travaille jamais seul, ça c'est important, et des partenaires, parce qu'on ne travaille jamais seul au sein d'une collectivité. Il y a des urbanistes, des paysagistes, des architectes, des maîtrises d'œuvres privées qu'on va chercher, etc. Leur faire prendre conscience que voilà, il y a autre chose à faire que de modéliser des réseaux, que de rentrer dans des logiciels parfois compliqués. On peut faire des choses parfois simples. Convaincre les collègues appartenant au service gestionnaire du futur ouvrage, ça c'est tout ce qu'on a comme problématique dans les collectivités, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, on crée parfois le bébé, mais il faut l'élever après, c'est-à-dire on l'entretient l'ouvrage, est-ce qu'on est d'accord pour l'éduquer dans la bonne direction, c'est un petit peu cette thématique-là qui me semble intéressante.
Ensuite, il faut faire prendre conscience à l'ensemble de la collectivité qu'il y a parfois des écarts entre la théorie et l'expérimentation. Parce que je pense que c'est aussi une caractéristique de cette nouvelle façon de voir l'eau dans la ville, c'est qu'on expérimente, on travaille avec des notions parfois complexes mais non pas compliquées. Hein. D'ailleurs, je fais une petite illustration entre la différence entre le compliqué et le complexe. Hein. Le complexe, c'est surtout que lorsqu'il y a pas mal d'interactions qui interagissent avec d'autres phénomènes. Quand l'eau passe dans un tuyau, je dirais, c'est quand même un peu plus simple que quand l'eau s'infiltre dans le sous-sol, voire évapotranspire et participe, pourquoi pas, à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Hein. On voit bien que les interactions sont beaucoup plus grandes et je dirais que c'est peut-être ça aussi qui est très intéressant, c'est cette complexité. Et ensuite, dernier kilomètre, sachant que le 33e kilomètre, pour ceux qui ont fait des marathons, c'est toujours difficile à passer, c'est être capable de proposer la mise en place d'une politique de gestion des eaux pluviales au sein d'une collectivité, s'appuyer sur des outils réglementaires comme un schéma directeur d'assainissement d'eau pluviale, hein, que les agences de l'eau d'ailleurs encouragent, les zonages d'assainissement eau pluviale, qui sont des outils qui nous permettent d'orienter la politique de gestion des eaux pluviales, un règlement d'assainissement. Et nous, à Saint-Nazaire, on avait été également jusqu'à mettre en place, comme beaucoup de villes l'ont fait, une charte à destination des aménageurs, pour qu'ils aient au moins des éléments tangibles et de réflexion. Le kilomètre 33, j'en parle, c'est le mur. Pour ceux qui connaissent, le mur, c'est que parfois on est confronté à des déceptions qui peuvent être de différents ordres, soit que ce qu'on a envisagé, ça ne fonctionne peut-être pas aussi bien. On peut être confronté, bon, j'ai pu le vivre, mais parfois sur des hivers où les pluies de février-mars font que les sols sont complètement saturés et on voit des choses qui se passent dont on n'avait pas forcément prévu. Mais j'ai tendance à dire qu'il faut être convaincu, ce sera ma conclusion, pour finir ce marathon, c'est être convaincu, ne pas douter, se tenir informé et trouver des solutions ensemble. Je dirais que je pense que c'est un petit peu ma conclusion sur le sujet. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais sonder Jean-Jacques, que je vois au... Jean-Jacques. Oui, ça oui, va, pas de problème? Au niveau logistique? Très bien. Au niveau de mon écran, vous voyez bien également? Oui. OK. 3 documents qui me paraissent importants, que je vous invite à aller regarder. C'est une actualité qui me semble, alors même si ça date de 2015, mais ce sont des documents très intéressants. Et je vais essayer de comprendre l'ordre. Peut-être que Michel, il va me... Mais pour moi, il y a eu donc un rapport qui a été commandé à Pierre-Alain Roche, hein, du CEGED, qui était donc de faire, c'est le document du milieu en 2017, de faire un document sur la gestion des eaux pluviales. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il s'est appuyé sur des scientifiques. C'est plutôt la réunion qui a eu lieu le 9 septembre 2015, où la communauté scientifique s'est réunie à Paris et effectivement a donné son point de vue. C'était un parcours en fait, hein, et on voit que dans ce rapport-là, qui fait à peu près 150 pages, il y a des choses très très intéressantes sur l'expression des scientifiques sur le sujet. Et ça donne lieu en avril 2018, hein, puisque Pierre-Alain Roche rend sa copie, en avril 2018, à un rapport du gouvernement. Hein. Donc, dans le rapport du gouvernement, vous verrez qu'il n'y a qu'une trentaine de pages, mais par contre, ce qu'il faut aller chercher, c'est ce fameux rapport d'avril 2017. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur le sujet, sur la gestion des eaux pluviales, 10 ans pour relever le défi. Voilà, je tenais à... Alors, la gestion des eaux pluviales, une dimension idéologique, donc je vais vous parler un petit peu de certains concepts qui seront développés par la suite. Donc bien entendu, c'est quoi? C'est une idée idéologique, c'est de rapprocher le cycle naturel de l'eau en favorisant l'infiltration, c'est-à-dire en luttant, comme on dit souvent, sur les effets néfastes de l'imperméabilisation qui modifient le cycle de l'eau. Hein. Je pense que voilà, c'est ça dont on parle. Ce n'est pas la peine de se compliquer la tête. On va parler effectivement de ce retour un petit peu à la nature, alors qu'on est obligé d'urbaniser dans nos villes, etc. Un petit zoom sur c'est quoi l'hydrogéologie urbaine. C'est effectivement être capable de s'intéresser, à partir du moment qu'on met un postulat qu'il faut infiltrer, hein, parce que c'est quand même un de nos postulats lorsqu'on va faire des techniques alternatives, qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol?
Personnellement, je pense que la recherche, elle est encore assez limitée sur le sujet. On sait très bien que c'est très compliqué de modéliser ce qui se passe dans le sous-sol. Une tranchée, bah, ça peut être drainante, ça peut tout faire, etc. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont à explorer. La nouveauté qui est arrivée, je pense, depuis 10 ans, c'est effectivement comment l'eau peut participer je dirais, à lutter contre les ICU, hein, les îlots de chaleur urbains. Et c'est pour ça que l'eau en ville et la thématique des ICU est une question hydrologique. Hein. Là, je fais bien entendu appel à tout ce qui est évapotranspiration, mais également un arbre, c'est de l'ombre. Ça va permettre effectivement de climatiser la ville. Hein. Donc voilà, c'est une question hydrologique. Les questions qu'on peut se poser aussi, c'est comment anticiper l'avenir. J'appelle ça le forçage pluviométrique. Je prends notamment un exemple, c'est Lyon qui s'est un petit peu rapproché du Danemark, ou c'est plutôt l'inverse. C'est Copenhague qui a fait appel à Lyon pour essayer de simuler des pluies qui auront lieu dans 20 ans, voire 50 ans, dans les régions plutôt de l'hémisphère nord. Donc voilà, c'est comment on peut simuler des pluies pour voir ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Ça, c'est un sujet pour moi aussi qui me paraît intéressant. Un sujet dont je tiens à cœur, et je pense que l'Adopta et le Grès sont des bonnes illustrations, et j'en oublie, hein, parce que je sais qu'il y en a d'autres aujourd'hui comme des participants, c'est ce que j'appelle le transfert, la communication entre scientifiques et opérationnels. Hein, moi, je me considère un opérationnel, et les scientifiques, je le dis aussi hein, devant Michel, ont parfois du mal à communiquer sur leur recherche, et c'est pas simple. Il faut traduire ça parfois en pédagogie, en éléments. Il faut être pédagogue, ça c'est important. Et puis retransposer ça dans des communes parfois très rurales, hein, puisque c'est ça le territoire français. Lorsqu'on est à Nantes Métropole, Rennes Métropole ou Lyon Métropole, c'est déjà pas la même chose que d'être à Saint-Nazaire. Et c'est encore pas du tout pareil que d'être dans une commune que je pourrais citer à côté de Saint-Nazaire, mais qui fait 2000 habitants. Et bien entendu, la gestion des eaux pluviales ne sera pas approchée de la même façon. Donc je pense que c'est important, ces canaux, de s'intéresser comment on peut entretenir ce transfert. Et je pense que cette webconférence, finalement, est une forme hein, de canaux de transfert. L'enjeu patrimonial des techniques alternatives, ça me paraît très important parce que construire sans se préoccuper de la gestion, ça n'a pas de sens. Et donc, bien entendu, je le dis, moi, lorsque je fais des projets de VRD, mais il faut toujours associer le futur gestionnaire à la conception. Ça me paraît primordial. Hein, sinon, on arrive à des problématiques de gestion au sein d'une collectivité. Et bien entendu, se poser la question entre un ouvrage privé et un ouvrage public. Est-ce que la frontière, c'est la limite parcellaire ou est-ce qu'on ne peut pas faire des systèmes de convention pour avoir une vision peut-être un peu plus globale? Élodie parlera, je pense, de l'usage du service que j'appelle écosystémique. Une technique alternative, c'est un usage aussi récréatif. Hein, on parle du bien-être en ville, etc. Effectivement, la nature en ville, l'arbre en ville, sont des éléments importants, l'écosystème, etc., la biodiversité. Je pense que voilà, Gwenaël également en parlera. On peut se poser la question aussi, qui est aux commandes des techniques alternatives au sein d'une collectivité? Est-ce que c'est plutôt ceux qui s'occupent de l'assainissement? Est-ce que ce sont plutôt ceux qui s'occupent des grands projets, voire de l'urbanisme? Ce sont des questions légitimes qu'on peut avoir. Pas toujours simple d'y répondre clairement. Donc là-dessus, il y a des habitudes parfois un peu culturelles au sein des collectivités. Mais je reviendrai quand même sur un de mes référents sur cette thématique, qui est Bernard Chocat. Vous verrez le jeu de mots avec le sage, vous l'aurez compris. Mais il est intervenu le 9 septembre 2015 et je trouve que son intervention est assez intéressante parce que c'est quand même une personne qu'on écoute. Et il dit cette chose-là, en fait, que les politiques publiques sont sensibles souvent à deux thématiques pour faire bouger les choses, c'est l'énergie et la santé publique. Et je pense que voilà, notre levier peut-être pour faire bouger les choses au niveau environnemental, c'est bien entendu la santé publique, puisque assainir, c'est avant tout rendre sain la ville. Et quand on parle effectivement des îlots de chaleur en ville, etc.,
finalement, on voit bien qu'on est bien sur de la santé publique hein, pour comment ça se passe en cas de canicule. Donc, je trouve que c'est intéressant d'utiliser ce levier-là pour faire bouger les choses. La notion de santé publique, alors je pense qu'en plus, c'est de circonstances. Hein, quand on voit effectivement Covid-19, la santé publique, on le voit bien, ça fait bouger les choses. Voilà, le transfert, Bernard Choca en parle à la page 60 à 62, parce que nous aussi, opérationnels, il faut se le dire, parfois, il faut se remettre en question. Il y en a qui ne veulent pas comprendre aussi. Hein. Il y en a qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre, de se former, ça existe. Donc, on se doit d'être attentif à tout ce que nous transmettent finalement les chercheurs hein, sur le sujet pour les expérimenter, les mettre en œuvre. Hein, ça me paraît important. Donc, le canal de transmission, vous aurez compris, hein, ce sont plutôt des gens qui sont sur le territoire. L'Adopta, je cite le GREM, mais il y en a bien d'autres sur le territoire, sur le sujet. Alors, les grands principes de la gestion durable du cycle de l'eau, je pense qu'on est tous d'accord sur ces 6 phénomènes qu'il faut avoir en tête. Alors, j'en oublie peut-être parce que parfois, c'est beaucoup plus complexe, mais globalement, je vais vous les citer. C'est intégrer l'eau dans l'urbanisme et respecter le chemin de l'eau. C'est prendre en compte l'ensemble de rejets, y compris, vous le savez très bien, sur des réseaux unitaires, il y a notamment les RUTP, c'est effectivement les déversements urbains par temps de pluie, hein, les rejets urbains par temps de pluie, comment ça se passe, ça c'est important aussi de s'en préoccuper. Bien entendu, la gestion dans la conception des ouvrages, j'en ai un peu parlé. Concevoir un système modulaire qui fonctionne dans toutes les conditions météo, ça j'y tiens, c'est-à-dire, on voit souvent parfois des études hydrauliques qui calculent pour une décennale, voire une trentenale, mais comment ça se passe quand c'est une cinquantenale et une centenale hein. J'aimerais voir parfois un peu plus de plans ou de modélisation où on voit des quartiers inondés, des rues inondées, où on met en évidence effectivement l'effet de l'inondation extrême. Alors j'ai l'impression qu'on ne la met pas en évidence parce que ça fait peur, mais il faut s'y attendre avec ce changement. Réduire les apports et déconnecter les eaux pluviales des réseaux. Hein, de façon provocative, je dis parfois, on a dépensé des sous pour faire un réseau séparatif entre les années 70 et 2000, enfin et 2020. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt faire rénover un réseau unitaire et puis ne pas faire un réseau d'eau pluviale et puis bien entendu jouer à 98% sur l'infiltration. Je suis provoquant, je le sais, puisque effectivement il y a des cas où on ne pourra pas gérer l'eau pluviale. Gérer l'eau à la source, retarder et retenir, favoriser son infiltration. Donc ça, on est bien entendu sur des notions d'infiltration, stockage, diminution du débit de pointe, avec l'effet un petit peu baignoire que je vais un peu y évoquer tout à l'heure. Alain va donc parler, je vais aller assez vite, de ses retours d'expérience de la ville de Rennes, j'en ai parlé. Élodie va parler de quel est l'intérêt d'utiliser les pluies de projet dans les différents aménagements, la modélisation, les pluies chroniques, etc. La pluviothèque, qu'est-ce que c'est? Et elle va nous parler de qu'est-ce qu'un écosystème, enfin en ville, hein, ou une ressource écosystémique, plus exactement. Alors Jean-Jacques, je lui ai demandé de s'intéresser, et je savais qu'il avait cette connaissance-là, puisque on ne va pas prendre le train pour aller sur Douai, mais mon petit clin d'œil, il est là, c'est qu'on peut faire des choses poreuses, et je pense que l'ingénieur voirie doit se remettre en question sur certaines choses, sur certaines croyances. Pourquoi on ne voit pas plus d'enrobés poreux en ville? Pourquoi on ne voit pas plus de structures drainantes en ville, etc. Donc Jean-Jacques va en parler. Et le petit clin d'œil, c'est qu'il y a des gens qui font des techniques ferroviaires et vous le voyez, utilisent plutôt des matériaux très poreux. Donc ce serait intéressant de se poser la question. Et moi, personnellement, pendant Covid-19, je me suis entretenu en webconférence avec l'industrie routière, c'est-à-dire les majors, hein, les centres de recherche, pour leur demander pourquoi on n'arrive pas à étaler un peu plus d'enrobés poreux, pour faire simple. Pourquoi la science bloque sur le sujet? Puisque les porosités, Jean-Jacques va en parler, sont énormes. C'est-à-dire quand on parle
de 1 cm/seconde, c'est énorme, hein. Donc, on va en reparler sur le sujet. Et Gwenaël parlera effectivement de la méthode, c'est-à-dire voir l'eau non pas comme une contrainte lorsqu'on fait un aménagement, mais bien entendu comme une opportunité, et puis de se dire, on a des espaces publics, on a plein d'endroits où on peut gérer l'eau, hein. Et bien entendu, il y a une méthode, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas faire intervenir l'hydraulicien ou après l'urbaniste, chose qu'on fait un peu trop souvent actuellement. Il y a certainement des choses à faire, de regarder les talwegs, etc., avant même de créer un projet, hein. Ça, c'est important. Alors, moi, j'ai des choses, quand j'interviens à Polytech Nantes, j'aime bien être très basique, pédagogique, je pense aussi, pour rappeler un petit peu avec des choses simples notre problématique. L'urbanisation, on a compris, pour faire simple, ça génère une imperméabilisation, on augmente des débits, et parfois ça aboutit au risque d'inondation, hein. Voilà, à Saint-Nazaire, bien entendu, comme partout, on en a vécu. Je passe assez vite et j'aime bien revenir sur des notions de base parce que je vois, avec mes étudiants, c'est normal, il y a pas mal d'erreurs, mais même dans des discussions qu'on peut avoir entre nous, des erreurs sur les unités, tout simplement. 1 millimètre d'eau, c'est 1 litre au mètre carré. Ça peut vous paraître très basique ce que je vais vous dire, mais les avoir en tête, c'est très important, et d'avoir cette gymnastique de l'esprit, de rappeler en fait aussi qu'une pluie, c'est une vitesse, hein, et une intensité, hein, c'est une intensité qui s'appelle une vitesse en fait, et d'avoir ces notions-là, 100 mm/h, c'est 278 litres seconde hectare. 2 litres seconde hectare, c'est un ratio que Jean-Jacques va nous parler tout à l'heure. On se rend compte que c'est quoi? C'est 2,10-7 mètres secondes. Hein, le calcul, il est très simple, hein, il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour mettre en évidence ça. Donc, quand on parlera de perméabilité ou de débit de fuite à 2 litres seconde hectare, on est, pour faire simple, sur une argile peu poreuse, etc. Donc ça, je vais laisser Jean-Jacques en reparler tout à l'heure. J'aime bien également faire prendre conscience à mes étudiants qu'un bassin versant, c'est micro et macro. Il y a des agences de l'eau, hein, qui nous écoutent aujourd'hui, donc on est plutôt sur des bassins versants macro. Mais un bassin versant micro, c'est, je prends souvent l'exemple d'une ligne de faîtage, 2 pentes de toiture. Il y a des talwegs, il y a effectivement… et c'est important de dire que dans une ville, dans un aménagement paysager, on peut artificialiser finalement, on peut se créer des petites cuvettes, des bassins versants. Donc voilà, je prends également souvent, bien entendu, l'idée du bassin versant un peu plus technique, c'est d'expliquer ce qu'est le temps de concentration, hein. Donc bien entendu, il est dépendant de la perméabilité des sols, de la surface du bassin versant. Là, Michel Desbordes il suffit d'appliquer la formule, hein, Q est égal à des coefficients multipliés par C, multipliés par I, multipliés par A, et on voit tout de suite que le débit, il va être fonction de tous ces paramètres-là. Donc, c'est important de l'avoir en tête, qu'il y a une réponse hydrologique qui va être différente suivant la nature du bassin versant, et qu'en fait, la prime, ce qu'on veut, nous, on va rechercher, c'est les gouttes d'eau qui sont tortues, hein. Nous, on a une prime à la lenteur. Ce qu'on aime bien, c'est que la goutte d'eau soit ralentie, qu'elle ait le plus d'obstacles possible, et surtout qu'elle aille le moins vite possible. Et si elle va trop vite, on la stocke. Alors moi, j'illustre souvent ça avec des choses très simples. Je leur parle de la formule de Manning-Strickler, Q égale à 70 RH puissance 2 tiers fois I puissance 1,5, etc. Et je leur dis que finalement, le Manning-Strickler, nous qu'on cherche dans nos aménagements paysagers, on va essayer d'augmenter le temps de concentration pour diminuer le débit de pointe. Et moi, à Saint-Nazaire, par exemple, il y a un aménagement qu'on a mis en place. C'était simplement des lierres, parce qu'on ne voulait pas que les services espaces verts aient de l'entretien à faire. Et le système racinaire me crée un coefficient de Manning-Strickler qui est assez intéressant au niveau de la débitance. Voilà, ça peut être bien entendu des choses qu'on peut voir différemment avec des biefs, des choses comme ça, des obstacles à la goutte d'eau. Et après, moi, je prends mon exemple de la baignoire. Alors, ça va vous faire sourire, certainement, mais j'aime bien expliquer les choses simples aussi. Et en fait, il y a 3 choses que j'utilise. La baignoire, elle est alimentée par une pluie. Je rappelle qu'une pluie, c'est une vitesse. Elle se nomme une intensité. Elle s'exprime en millimètres/heure, d'accord? Donc, quand il pleut, mon terrain naturel peut générer une lame d'eau, d'accord? J'ai une hauteur d'eau. Et puis, on verra que finalement,
Lorsqu'on va dimensionner des techniques alternatives, on va autant parler d'auteur d'eau que de débit finalement, hauteur d'eau ramenée à une surface, bien entendu, et on va parler de stockage. Le débit de fuite, bah, c'est l'orifice de ma baignoire. Hein. Si le débit est inférieur à mon débit d'entrée, bah, bien entendu, ça monte en charge et je vais stocker. Et je rappelle bien entendu que ce débit-là, on l'exprime souvent dans des dossiers loi sur l'eau en litres secondes hectares. Et moi, ce que je recherche, c'est au maximum les baignoires percées. C'est-à-dire, je veux que jouer sur l'infiltration. Et ça correspondra quasiment à la perméabilité d'un matériau. Alors, voilà un petit peu de façon très simple. Hein, il ne me reste plus que 4 minutes pour finir mon exposé. Donc, voilà, je ne peux bien entendu pas détailler. Mais lorsqu'ensuite on va s'intéresser à la pluviométrie, bah, il est intéressant d'avoir des données pluviométrie locales. Et après, vous pouvez très bien avoir des ratios comme moi je me faisais sur Saint-Nazaire. Une voirie de 5 mètres de largeur pour 100 mètres de long, ça va vous générer une hauteur d'eau. Et moi, j'avais 17 mètres cubes à stocker sur ces 100 mètres d'eau avec une pluie décennale à 34 mm. Hein. Le calcul, il est très simple, je ne vous le fais pas là, mais voilà, c'est tout à fait possible. Alors, les objectifs à atteindre, on les connaît tous, enfin j'espère, on se les rappelle. C'est infiltrer comme on peut, c'est collecter, stocker. Et là, je dis stocker, ce que dit, on est tous d'accord pour se dire, au plus près du point de chute de la goutte d'eau. Donc, lorsque la goutte d'eau tombe, ça peut être déjà le toiture-terrasse. Hein, c'est là que l'eau elle est la plus propre. Et bien entendu, après, si je dois l'infiltrer, ce sera au plus près de son point de chute également. C'est là qu'elle est la plus propre, bien entendu. Et bien entendu, après, ça va être de la restituer au sous-sol urbain. Et c'est quoi la transparence hydrologique d'un aménagement, hein? Je rappelle la petite courbe débit métrique, hydrogramme, c'est-à-dire le débit en fonction du temps. On sait très bien que dans un réseau classique, le débit de pointe, il est égal au temps de concentration du bassin versant. Les techniques alternatives, lorsqu'on va faire de la rétention-stockage, nous permettent de restituer un débit, le volume étant le même, hein, puisque je rappelle que l'intégrale de cette courbe, ça correspond à un volume, et qu'on retrouve sur ce qu'il y a entre l'axe des abscisses et la ligne noire. On est sur des mêmes volumes, mais restitués à des temps différents. Et là où Jean-Jacques, je pense, va insister, et ça me paraît important, et je souhaite qu'il insiste, c'est ce que j'appelle le temps de vidange. Hein, parce que si le temps de vidange n'est pas suffisant, on ne pourra pas restocker une pluie qui va arriver juste après. Alors, comment atteindre ces objectifs? Pour moi, deux leviers qui me paraissent importants. L'intervention dite réglementaire, hein, le PLU, les SAGE, les SDAGE, tous les outils réglementaires. Et puis après, c'est l'intervention technique sur un logigramme traditionnel et essayer de le casser, ce logigramme, que l'urbanisation ne génère pas forcément une imperméabilisation. On va favoriser l'infiltration. Et que l'imperméabilisation ne génère pas forcément des forts débits parce qu'on va favoriser la rétention. Ça me paraît important, ces deux leviers. À ce titre-là, pendant Covid-19, je me suis intéressé aux matériaux qui étaient un peu poreux. Et je me suis fait un tableau ligne colonne que vous pouvez voir, où j'ai pris des vitesses d'infiltration données parfois par des commerciaux. Hein. Je rappelle que parfois les commerciaux ne sont pas des techniciens. J'obtiens ces résultats-là, qui vont peut-être vous faire sourire pour certains, mais globalement, l'enrobé poreux, le béton poreux, c'est vraiment ce qu'on obtient. Mais par contre, il y a des gens que, bon, là j'en cite, c'est peut-être pas très bien d'en citer, mais là on est quand même à 10 800 mm/h sur un béton poreux, pourquoi pas. Je rappelle que 10 800 m/h, c'est 10 mètres, hein, on est bien ça. Hein. Voilà. Des dalles drainantes, des choses comme ça. Elle n'est pas exhaustive, la liste, mais ça peut vous donner un ordre d'idée de porosité et puis surtout de ce que vous verrez que dans la documentation commerciale, c'est là-dessus que je veux vous alerter. Il y a des unités, mais l'idée, c'est de les comparer entre elles, hein, parce que c'est vite fait de se tromper d'un zéro ou pas. Donc, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune erreur dans ce tableau. Voilà. Retour d'expérience de la ville de Saint-Nazaire, des choses très simples. Et puis, en fait, le rouge, là, c'est quoi? C'est
éviter effectivement d'être dans cette situation-là, d'avoir la grille à valoir, qu'on voit trop souvent, en frontière d'un espace vert, et cette grille à valoir est connectée à un réseau d'eau pluviale. Donc, je dirais que la solution, on l'a tous, mais faut-il la mettre en œuvre? Alors, à Saint-Nazaire, j'avais testé un petit peu ce qui est à gauche, c'est de déconnecter toutes les gouttières des habitations dans une rue, comme vous voyez un peu, et de les connecter aux espaces verts publics, avec un système en T, trop plat. Donc voilà, on désimperméabilise la ville. C'est ça, cette notion de désimperméabilisation. Et ensuite, ce qui me paraît important, c'est sur un projet, je ne peux pas vous l'expliquer, je vais aller très vite. On est sur 5 hectares de surface imperméabilisée, on va raisonner à 0 tuyau. C'est de se dire, de toute façon, on a un profil en travers qui fait, allez, il devait faire 32 mètres de large. Vous voyez, c'est énorme. On a des bus qui passent en site propre. On va mettre des espaces verts, on va mettre du végétal. Et ça, c'est Gwenaël qui va insister là-dessus, c'est que de toute façon, il faut que je crée de l'espace vert. Donc, je vais utiliser cet espace vert pour gérer mon eau. Ce n'est pas à l'inverse qu'on fait. Et pour avoir finalement un projet optimisé. Et le dernier élément que je voulais insister, c'est de se dire, je calcule, je dimensionne pour, alors on n'appelle plus trop ça maintenant pour des périodes de retour, on appelle ça plutôt des niveaux de service. C'est-à-dire que ma noue, je la dimensionne pour qu'elle soit sollicitée pour des pluies faibles en surfacique, c'est-à-dire à ciel ouvert. J'ai un système de trop-plein après avec une grille qui est un seuil déversoir finalement et qui va réalimenter une structure un peu réservoir enroulée d'une chaussette géotextile et qui va me permettre de gérer mes pluies moyennes et fortes. Et après, qu'est-ce qui se passe sur les pluies extrêmes? Et nous, dans notre cas, c'est d'utiliser la voirie comme support et puis on met des panneaux quand il faut et puis voilà. C'est utiliser la voirie. Alors, peut-être que Jean-Jacques parlera de Li mineur, Li majeur, mais on est un peu dans ces notions-là. C'est-à-dire que le réseau souterrain correspond au réseau mineur, pour faire allusion à la rivière qui est dans son Li mineur, et la voirie peut être un support de grandes inondations.